Destin russe à Paris, c'est le nom assez mystérieux donné à ce récit publié par Erwan Barrio et Arnaud Frilet qui redonne vie au conservatoire Rachmaninov, vous allez le dire bien mieux que moi, j'en suis certaine, des archives et des anecdotes qui redonnent vie au destin hors du commun d'artistes russes à Paris qui se sont battus pour préserver et diffuser la culture russe, ce qu'on appelle cette étiquette russe à Paris. On va en parler avec vous, Erwan Barrio, vous êtes écrivain. J'ai envie de savoir déjà comment et pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet, comment est-ce que vous avez découvert déjà l'existence et puis l'histoire folle de ce conservatoire. Alors, totalement par hasard, un soir que je me promenais à Paris pendant le Covid, donc ça remonte déjà à 4 ans, c'était un soir froid à Paris, tout était fermé et il y avait une lumière dans l'hiver parisien qui était encore, qui luisait comme ça sur les quais de Seine et je suis rentré. Un peu comme dans un conte de fées, je dois le dire. C'est au 26... Donc ça a vraiment piqué votre curiosité. Absolument. Je suis rentré comme cela, un petit peu comme dans le château du Grand Maulne. Et c'était au 26, et d'ailleurs c'est toujours au 26 avenue de New York, juste à côté du palais de Tokyo. Et j'ai vu un lieu qui était en pleine effervescence, puisque c'était un lieu qui était en train d'emménager, j'avais l'impression. Et en pleine rénovation, on avait des cartons, on avait des canapés qui bougeaient dans tous les sens. Il y avait des murs qui étaient en train d'être refaits, etc. J'ai demandé ce qui se passait et le directeur que j'ai rencontré à cette occasion-là, qui est aussi le co-auteur du livre, Arnaud Frilet, m'a expliqué qu'il était en train de rénover, de remettre un petit peu dans son esprit, dans son suc d'origine, le conservatoire Rachmaninov de Paris, qu'on voit ici, qui s'affiche, qui est le plus vieux, le plus ancien lieu de culture russe à Paris. Et ce qui est formidable, c'est que 4 ans plus tard, donc aujourd'hui, il a complètement retrouvé son suc d'origine, il a totalement retrouvé sa sève et son esprit. Vous parliez d'étiquette russe, on parle aussi d'âme russe, et c'est ça qui réapparaît aujourd'hui dans le conservatoire Rachmaninov. C'est une belle bâtisse, mais c'est vrai qu'en la regardant comme ça de l'extérieur, c'est difficile de s'imaginer tout ce qui s'y est passé. 100 ans d'histoire, c'est une véritable institution qui va aussi... Il y a bien sûr l'histoire du lieu, l'histoire de ceux qui y ont passé et ces artistes russes dont on sous-entend le nom depuis tout à l'heure, mais qui sont pour certains absolument essentiels dans la compréhension de cette âme russe dont vous nous parlez. C'est vrai, c'est des noms aussi célèbres que celui de Rachmaninov, qui a été l'un des cofondateurs et premier président d'honneur de l'institution. On les voit tous ici. On reconnaît donc deuxième en bas à gauche Rachmaninov, mais aussi Tcherepnine au milieu, Serge Liffard debout derrière, qui est l'un des grands maîtres du ballet, qui est celui qui a vraiment modernisé l'opéra et notamment l'opéra de Paris. Donc c'est des gens qui ont eu un poids considérable. Serge Liffard qu'on voit à nouveau ici, qui sont tous passés à un moment ou à un autre dans le conservatoire Rachmaninov. C'était vraiment le point de passage des artistes, mais particulièrement des artistes russes, mais pas uniquement, puisque c'est ce que... C'est un lieu d'émulation, de rencontre, évidemment. C'est un lieu d'émulation, de rencontre, et c'est aussi un lieu de refuge des artistes qui étaient menacés dans leur pays. À l'époque où les Cosaques... D'où les trajectoires et d'où cette terminologie de destin, des destins russes. En réalité, on a recensé 850 destins dans ce livre, et il y a énormément de gens qui nous disent j'avais une grand-mère russe, est-ce que vous pouvez me dire si elle est dans le livre? Et on a même conçu, excusez-moi, je me permets, un index des noms propres à la fin, et on a une 50aine de personnes qui nous ont appelés, qui ont dit j'ai retrouvé des traces de mon oncle, j'ai retrouvé des traces de ma grand-mère dans ce livre. Il y a une dimension généalogique aussi. Voilà, il y a une dimension généalogique et une dimension... parce que ça vient pas de nulle part ce livre en fait. Il faut que je vous explique une chose, c'est qu'au moment où j'ai retrouvé la trace de ce formidable joyau architectural et historique, on a aussi retrouvé, avec le directeur qui est mon co-auteur Arnaud Frilet, on a retrouvé 250 cartons d'archives qui étaient dans les greniers, on les voit là tout en haut. Et ces 250 cartons étaient abandonnés. C'était une mine d'or et c'est peut-être la chance que tout auteur, tout écrivain, tout historien souhaiterait avoir une fois dans sa vie, c'est d'arriver comme ça et de trouver une caverne d'Ali Baba avec 250 cartons. Donc on
on ne savait pas dans quoi en lesquels faire. des photos, des Voilà. documents inédits, des archives aussi administratives, puisque ça permet de documenter évidemment des rencontres. Là vous nous présentez une photo, je l'ai vue brièvement. Alors, des photos telles que les balles de la communauté russe, puisque c'était d'abord un lieu de vie, des programmes, des lettres, dont certaines qui sont évidemment, voilà, là on voit un bal, le bal de la communauté russe, qui était à l'époque l'un des plus importants, c'est dans l'immédiate après-guerre. Si on remonte un petit peu, on a aussi des documents de l'occupation, donc ça a été... Ça vous a pas fait peur, l'ampleur des archives, si. ces documents, savoir aussi s'y retrouver, savoir hiérarchiser? En fait, ça a été très difficile parce que j'ai pas du tout une formation d'historien. Et au début, le directeur Arnaud Frilet m'a dit, il savait que j'avais déjà écrit 2 livres, donc il m'a dit, toi, ça peut t'inspirer pour autre chose. Il pensait pas du tout que j'allais faire un livre sur le lieu. Il pensait que ça allait finalement faire germer une petite graine chez vous et créer un ouvrage, peut-être même de fiction, autour finalement de ces histoires. Ou même quelque chose dont je me serais nourri. Et il m'a dit, si tu peux regarder... Attention à votre micro, parce qu'avec le livre, on vous entend moins bien. Non, je vous en prie. Et en fait, l'idée, c'était de faire au début une plaquette autour du lieu, dont je suis assez vite tombé amoureux. Et puis finalement, il y avait une telle matière et il y avait aussi beaucoup de témoignages de gens qui sont venus en parallèle des archives. Et vous êtes dit, l'histoire, en fait, elle est là. L'histoire, elle est là. Et c'était tellement extraordinaire, ces 850 destins que nous avons ensemble reconstitués, qu'on s'est dit, ça sert à rien de romancer, ça sert à rien de rajouter. Ce sont déjà des histoires romanesques. Tout à fait. L'histoire se suffit à elle-même. Il y a des choses vraiment extraordinaires. Je vais citer juste une anecdote. Bien sûr. Pendant le moment, vraiment le nœud de l'intrigue qui est l'occupation, on a certains personnages qui rentrent en résistance. La plupart sont à l'image des citoyens français, c'est-à-dire ils subissent mais n'ont pas le courage de s'opposer. On a 2 personnages qui rentrent en résistance. La présidente de l'association, qui décide de s'opposer aux Allemands, son appartement est perquisitionné, plusieurs concerts sont annulés, les cuisines sont ravagées par la SS, et on a une famille, les Kalioujny, qui est hébergé dans les étages du conservatoire parce que de confession juive originaire d'Ukraine, ils étaient menacés évidemment par les autorités allemandes. Donc c'est un enfant et leurs 2 parents qui ont été cachés dans les étages. Et qui ont donc été sauvés. Qui ont donc été sauvés. Et Alexandre Kalioujny est celui qui a formé ensuite, après-guerre, la plupart des étoiles de l'opéra. Voilà, c'est des histoires incroyables. Et ça fait partie des découvertes du livre. Donc des histoires destins, comme des ça. Des trajectoires de vie. Et puis qui nous permettent aussi de baigner dans cette exigence artistique rare, ces artistes qui avaient cette mission que de propager la culture russe, de la diffuser dans les cercles culturels parisiens, d'élever la culture russe aussi. Tout à fait. C'est beau comme mission. Là, on voit par exemple Nathan Milstein, le plus grand violoniste du XXe siècle, qui est venu au conservatoire pour donner un récital et qui dit ici en russe, on peut lire au conservatoire Rachmaninov avec ma sincère amitié. Et donc c'était un lieu, vous l'avez dit, de passage de tous les artistes. Rachmaninov lui-même y est venu le jour de son 60e anniversaire, Chaliapine, Tcherepnine, Glazunov, mais c'était aussi le lieu de l'école russe, de la perpétuation de cette école russe. Qu'est-ce qu'on appelle l'école russe ? Alors en fait, l'école russe de musique, à l'origine, c'est une union entre la tradition russe. C'était fondé en fait par Glinka au XIXe siècle. C'est la fusion entre la culture russe et l'école française, l'exigence de l'école française. Sauf que l'exigence de l'école française de musique, principalement le violon et le piano, c'est malheureusement perdu. Sauf que les Russes, eux, avec un immense respect pour les maîtres, ont gardé cette école qui est devenue ensuite l'école russe. Et quand ils sont arrivés, après la révolution russe, dans cette terre d'exil qu'ils connaissaient pour la plupart, puisque la plupart parlaient déjà français et étaient imprégnés de culture française, ils sont arrivés dans ce Paris du début des années 20 et ils ont finalement réappris à ces Français qui pour beaucoup l'avaient oublié, quelle était l'essence de l'art en fait. Et donc c'est toujours, vous parliez d'exigence tout à l'heure, c'est une immense exigence, l'école russe, c'est un savoir qui se transmet de génération en génération et parfois même un professeur un peu dur comme on en a plus l'habitude en France.
Et ça nous replonge aussi donc dans cette histoire musicale qui est absolument sublime. En tournant les pages, pas rare de se laisser embarquer dans des mélodies devenues universelles. C'est vrai que pour les mélomanes, c'est aussi un livre qui est parfaitement adapté et très apprécié. Un livre très pointu, un livre d'histoire, un livre pour les passionnés de musique, je le disais. Un livre qui pourrait être aussi un excellent matériel pour les chercheurs, les universitaires, les historiens sur le développement de cette école russe. Est-ce que vous imaginez que ce livre puisse être repris, utilisé ? Ah oui, tout à fait. Déjà, les archives ont été sauvées et on a énormément de chercheurs du monde entier qui contactent le conservatoire Rachmaninov pour trouver des archives, pour trouver des partitions aussi, puisqu'on a des dizaines de milliers de partitions qui ne sont pas, sauf une ou deux, mais la plupart ne sont pas dans ce livre, puisque là ce qu'on voulait, c'était mettre en valeur tous les autres documents, sauf les partitions, mais on en a des dizaines de milliers. Donc, on a énormément de chercheurs du monde entier qui viennent, qui sollicitent ces archives. Ce livre est devenu, un peu par la force des choses, un document de référence pour toute personne qui étudie l'émigration russe en France et même en Europe, et spécifiquement d'ailleurs à Paris. Puisque c'est à Paris que le plus d'émigrants russes sont passés. On estime entre 200 et 400 000 après la Révolution russe, le nombre de Russes qui sont passés à Paris, soit pour y rester, soit pour y vivre. Est-ce qu'on observe une réciprocité en Russie ? Est-ce que la culture, l'art à la parisienne est aussi, trouve finalement un écho tout à fait. Avec des lieux qui pourraient être peut-être similaires, emblématiques aussi ? Oui, tout à fait. Je dirais même que ça remonte bien avant. Je dirais même que la culture française en Russie préexiste à la culture russe en France. Qu'on pense par exemple à Falconet, le grand sculpteur, vous savez, à qui l'on doit cette magnifique statue équestre de Pierre le Grand, qui est toujours d'ailleurs à Saint-Pétersbourg, ou à Diderot, qui conversait des heures avec la grande Catherine. La Russie a toujours été fascinée par la France. Et en retour, la France a toujours été fascinée par la culture russe. Et en fait, les deux cultures sont à ce point liées qu'aujourd'hui, je mets au défi quiconque de prendre un scalpel et d'essayer de séparer les cultures russes et les cultures françaises. C'est difficile. Si vous y essayez, vous n'y arriverez jamais. Parce qu'elles sont tellement liées. Vous voyez, par exemple, là, sur la couverture, on voit au milieu le grand violoncelliste Paul Tortelier. Il n'y a pas plus français que Paul Tortelier et tous les violoncellistes le connaissent. On a découvert qu'il avait été... non, pas du tout, aucun mais. On a découvert qu'il avait été professeur 1 an dans sa jeunesse au conservatoire russe. Donc tous les... Donc un destin qui lui aussi est connecté à cette histoire russe et à cette âme russe. Et pourtant il est français, mais il est connecté à l'âme russe. Il y a des lieux similaires au conservatoire Rachmaninov Paris ? Dans Paris, je vais vous dire, il n'y a qu'un seul lieu qui est aussi ancien que le conservatoire Rachmaninov et qui traduise autant l'âme russe, c'est l'église Saint-Alexandre Nevski de la rue d'Aru. Et le conservatoire Rachmaninov est un peu au domaine profane ce que l'église de la rue d'Aru est au domaine religieux. Mais à part ces deux lieux-là, il n'y a pas à Paris... C'est difficile de trouver cette concentration d'esprit et d'âme russe. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un très bel hommage. Et une injustice réparée. C'est une injustice réparée. Que ce livre, Le destin russe à Paris. Aussi un dernier destin auquel je voudrais rendre hommage, c'est celui de Prokofiev, puisqu'on a découvert qu'il avait été aussi enseignant 2 ans. Et vous allez voir d'autres surprises. C'est une injustice réparée, vous l'avez dit. Et c'est pour ne pas que tous ces Russes qui ont tant apporté à la culture russe et à la culture française soient oubliés. Tout à fait. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Erwan Bariou d'être venu nous présenter ces destins russes à Paris. C'était un vrai plaisir. Et on continue avec l'art de vivre.